La limousine Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase avançait avec la majesté d'un cygne noir sur l'asphalte, glissant dans les rues de Los Angeles comme si la ville elle-même devait vous remercier de votre passage. Hugh Cole Worthington, allongé sur la banquette arrière, j'observais à travers la vitre teintée à l'extérieur la vie ordinaire se dérouler dans des tons gris sales, les gens pressés, les coins parsemés de visages fatigués et les sans-abri qui semblaient avoir envahi certains. Trottoir. Ce n'est que lorsque nous avons arrêté de mesurer la valeur des autres en fonction de leur fortune que nous avons découvert la véritable valeur en nous-mêmes, lit-on en lettres en grand sur une fresque murale usée de Melrose Avenue. Hugh jeta un coup d'œil de travers à un homme avec une couverture déchirée sur les épaules, sale et voûté, fouillant dans une poubelle. Il devait trouver une sorte de consolation particulière dans sa misère, pensa-t-il dans un câlin, presque immergé dans l'ironie de l'existence extraterrestre. Pour lui, les pauvres étaient comme le bruit de fond d'une symphonie bien orchestrée, inévitable, insignifiant et d'une certaine manière, nécessaire. Un autre graffiti retint momentanément son attention. La richesse sans compassion transforme l'âme en un désert aride. Là où il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de paix non plus. La limousine avança encore quelques mètres jusqu'à ce que le café Alfred apparaisse au coin de la rue avec son look élégant et minimaliste, comme si l'établissement n'accueillait que ceux qui connaissaient le prix de son exclusivité. Hugues se pencha un peu vers l'interphone intérieur et d'un ton mesuré et sec, ordonna « Frédéric, arrête-toi ici et va chercher mon café. Tu sais lequel, et fais vite. » Frédéric hocha la tête en silence, arrêtant doucement le véhicule au bord du trottoir et partit d'un pas précis et rapide vers le café, comme si même ses mouvements étaient chronométrés pour ne pas faire attendre trop longtemps son patron. Pendant ce temps, dans le luxueux intérieur de la limousine, Hugues profitait de ces minutes pour vérifier son téléphone portable, absorbé par les messages qu'il recevait et les réponses qui devaient lui être envoyées. Avec la même froideur calculée que le destin a imposée à ses affaires, il affronte les gens dans les moments les moins attendus, pour nous rappeler que nous sommes tous le reflet de la même humanité. Soudain, un bruit inattendu perturba leur concentration, un léger coup sur la vitre latérale gauche. Le front de Hugues se plissa et, avec un agacement évident, il activa le bouton qui abaissait le verre de quelques centimètres, juste assez pour apercevoir la source de l'interruption sans avoir à trop s'exposer. Là, de l'autre côté, derrière la vitre, il y avait une femme. Ses cheveux blonds, bien que sales et négligés, tombaient en mèche sur son visage maigre et hagard, aux traits rugueux, sans aucune beauté, et ses yeux, ternes mais intenses. Il le regardait avec un mélange de supplication et de quelque chose qui aurait pu être de la dignité. Elle s'accroupit un peu plus près, et d'une voix à peine audible il murmura « Peux-tu m'aider avec quelque chose ?» L'expression de Monsieur Hughes se durcit, un éclair de moquerie dans ses yeux. « Pourquoi ?»« Il faudrait que je t'aide, » répondit-il d'une voix lente, ses paroles imprégnées d'une froideur glaciale. « Donnez-moi une raison, et il vaut mieux qu'elle soit convaincante. » Un rire sardonique s'échappa de ses lèvres, comme si la scène faisait partie d'un spectacle dont lui seul pouvait apprécier la grâce. Mais ce n'était pas le cas de la femme. Il tressaillit et se redressa, permettant à H d'observer sa silhouette entière, mince et légèrement courbée, les yeux rivés sur les siens, et d'une voix ferme, dit « Parce que je porte dans mon ventre une fille sourde. Lorsque nous ignorons la souffrance des autres, nous nous privons de la possibilité de guérir notre glas. » Il regardait depuis ses capes ébouriffées jusqu'à ses chaussures usées avec une expression de froideur à peine dissimulée. Pendant un instant, il sembla se demander si cette femme méritait ne serait-ce qu'un minimum de son attention ou de sa compassion. Alors, d'un geste brusque, il sortit quelques billets de son portefeuille. Il les plia dans sa main et les étala par la fenêtre à peine ouverte. « Prends ça et sors d'ici. » Il ordonna ces paroles pleines de dédain, alors que ses doigts lâchaient les billets dans sa main comme s'ils n'étaient guère plus que des miettes qu'un roi laisserait tomber à ses sujets. Sans attendre de réponse, il commença à lever la vitre avec la claire intention de laisser derrière lui cette rencontre éphémère et de replonger dans son monde d'apparence et de luxe. Dit-elle en élevant la voix. Un petit câlin stoppa la montée du verre, fronçant les sourcils visiblement irrités. « Que veux-tu » répondit-il d'un ton de répudiation de chaque mot, imprégné d'agacement. Elle soutenait son regard avec un léger tremblement dans la voix, mais fermement. Il voulait juste la remercier et lui dire que mon nom était. Il l'interrompit avant que cela ne se termine par un rire court et sec s'échappant de ses lèvres. « Et tu penses que ton nom pourrait m'intéresser ?» La femme, sans hésitation, continuait à relever la tête un peu plus haut, la voix pour se faire entendre. « Je leur dirai quand même, les visages affamés. Nous avons aussi un nom. Je m'appelle Anne Dinorago Gonzalez. Que l'univers récompense votre générosité, monsieur. » Sur cette dernière déclaration, il s'est retourné et est parti. Il s'éloigna de la limousine avec la dignité de quelqu'un qui, malgré sa misère, refusait d'être des moments invisibles. Observant comment la silhouette de la femme s'éloignait, se brouillant au loin, il pouvait encore entendre dans son esprit la cadence de sa voix, l'écho de son nom, Anne Dinor Gonzalez. Quelque chose dans ce nom résonnait, glissant en lui d'une manière inconfortable et persistante, comme s'il essayait de briser la solide armure de leur indifférence.
Parfois, ce que nous considérons comme des choses insignifiantes portent en réalité une vérité plus grande que notre propre arrogance. Frédéric revint en silence et ouvrit la porte arrière de la limousine d'un mouvement ferme et discret. Tenant soigneusement le verre de café emballé pour conserver sa température, il le tendit à son patron avec un signe de tête respectueux. Votre geste mesuré et précis. Votre café, monsieur Worthington, câlin. Il prit le café avec une expression d'attente satisfaite, et sans dire un mot, il hocha la tête en signe d'accord, d'approbation, regarda le contenu pendant une seconde, appréciant l'arôme, profond et caractéristique, avant de prendre la première gorgée de la saveur. Comme toujours, c'était impeccablement dense et amer, exactement comme il préférait. Frédéric ferma la portière et retourna au siège du conducteur. Le rugissement sourd et contenu de la limousine résonnait, remplissant l'espace d'une vibration presque imperceptible alors que le véhicule glissait à nouveau dans les rues. Hugh a continué à boire son café en silence, mais ses pensées sont étrangement revenues à la scène où je venais de vivre quelque chose à propos de cette femme, son regard, son ton. Quand Anne Dinor Gonzalez a dit, cela a continué à résonner dans son esprit comme un écho que, pour une raison que je ne pouvais pas ignorer. Certaines âmes qui paraissent si petites depuis la banquette arrière d'une limousine parviennent pourtant à occuper un espace inattendu dans le vide de notre fierté. Hugh se désintéresse du café qu'il dégustait sans moi. Peu importe le goût du monde avant, cela semblait maintenant si gratifiant. Tout à coup, sur un coup de tête, il tourna son regard vers la fenêtre et tendit la main pour voir au loin la silhouette d'Anne Dinor, arrêtée devant un caddie. La nourriture de rue ressemblait à un hot-dog. La scène le frappa comme une offense inattendue. Une étrange indignation commençait à brûler en lui, sans qu'il puisse la comprendre. Sans hésiter, il se tourna vers l'interphone et ordonna fermement, sans admettre de réponse, « Frédéric revient là où nous étions. » Immédiatement, le conducteur, sans hésitation, a manœuvré avec précision l'imposant véhicule en tournant habilement pour revenir sur la bonne voie. La limousine, il s'avança avec l'urgence mesurée et calculée que Frédéric maîtrisait à la perfection, emprunta un raccourci discret entre des rues moins fréquentées pour arriver au plus vite jusqu'au point où il avait laissé derrière lui la femme sans abri. Lorsque la limousine approcha de sa destination, Hugh se pencha légèrement vers l'interphone, gardant son regard fixé sur la silhouette qu'il apercevait déjà au loin, au loin. « Arrête, Frédé, et attends-moi ici !» ordonna-t-il d'un ton décisif, admettant ses doutes. Frédé, fidèle à son sens du devoir, répondit d'une voix tenue, mais respectueuse. « De quoi avez-vous besoin, monsieur ? Je peux aller vers toi, si tu me le permets, fais un câlin. » Il regarda le chauffeur avec une lueur ferme dans les yeux. « Merci, Frédéric. Mais c'est une affaire que moi seul peux résoudre, » répondit-il, devant le regard étonné du chauffeur qui n'avait jamais entendu parler, le remerciant sans plus de mots. Hugh sortit de la limousine et commença à marcher vers le clochard, ses pas résonnant sur l'asphalte. Dans un contraste presque surréaliste avec ses vêtements impeccables et son allure aristocratique, Anne Dinor tournait le dos à son humble hot-dog devant l'étal de rue, inconsciente de la présence de Hugh qui approchait avec intention. Le visage d'Anne Dinor s'est figé lorsqu'elle s'est retournée et a entendu cette voix ferme et pleine d'autorité. « Vous n'avez pas honte de votre état. Tu ne devrais pas manger ces cochonneries de la rue. Ne t'en ai-je pas donné assez pour que tu puisses acheter quelque chose de mieux ?» Anne ouvrit lentement les yeux, complètement surprise de voir cet homme debout devant elle qui, quelques minutes auparavant, l'avait traité avec un mépris absolu. Ses mots furent étouffés pendant un moment et quand il parvint finalement à balbutier quelque chose, sa voix trembla de confusion. « Que fait-il ici ?» Je ne pensais pas qu'il interrompit, son ton maintenant mêlé d'agacement et de fermeté. « Nora, viens avec moi. » Elle avait l'air perplexe et déconcertée pendant que j'essayais de le corriger où je suis. « Anne, dîner, pas dîner. » Seul le millionnaire rendit Adam impatient, comme si sa réponse ne faisait qu'alimenter leur agacement. « C'est absurde. Tu es un dîner et ça suffit. Tu viens avec moi ou pas? Je n'ai pas toute la journée. » Il réagit donc immédiatement, guidé par un élan défensif. « Je n'irai nulle part avec un étranger. »« Qu'est-ce que je sais où? Il veut m'emmener. » Hugh indigné, répondit-il immédiatement en se tournant vers sa limousine après avoir parlé. « Eh bien, c'est votre problème et votre décision. Vous avez le droit de faire le mauvais choix et de ne pas penser à cette créature sourde que vous portez en vous. En fin de compte, cela montre que vous n'êtes pas doué pour prendre des décisions. Sinon tu n'aurais pas fini dans le et sans les éloges du père de ta fille. Tu passes à côté. Je voulais juste t'apporter quelque chose de décent à manger ?» Anne, confuse et gênée de le voir s'éloigner, atteignant presque sa luxueuse voiture, tenant la rondeur de sa belle grossesse. « Attendez, je vous accompagnerai, monsieur, » ajoute-t-il humblement. Hugh sur un ton sarcastique. « Tu sais t'excuser à genoux, dit Nora, fait remarquer agacée. » La jeune fille, hochant la tête, fait un Adam pour faire l'effort de s'agenouiller. Puis le millionnaire lui attrapa immédiatement le bras et l'arrêta net.
C'est une blague pour un dîner. Viens, je vais t'aider à monter dans la voiture. Hag répond fermement. La femme sans abri accepte son aide en rougissant et lui demande pourquoi elle fait cela. Monsieur, je n'ai rien à faire. Payez-le. Oubliez simplement que vous vous appelez Anne. À partir de maintenant, vous n'utiliserez plus que votre deuxième nom, Dinor. A souligné le millionnaire, sans susciter davantage de questions. La jeune fille, au sourire énigmatique et authentique, s'est laissée aider par la main affectueuse du millionnaire arrogant qui la conduisait. Même à l'intérieur de votre élégante limousine, il y a des noms qui ressemblent à des clés capables d'ouvrir dans l'âme des portes qu'on croyait fermées à jamais. Dans la cabine silencieuse et opulente de la limousine, Anne bougeait inconfortablement devant tant de somptuosité. Huck rompit le silence d'une manière inhabituelle. Nora, il y a quelque chose qui ne me dérange pas, laisse tranquille. Comment sais-tu que la fille que tu portes dans ton ventre est sourde? La question tomba comme une pierre lourde dans l'espace qui les séparait. Anne respira profondément, comme si elle cherchait la force de répondre. Ses yeux se remplirent de larmes et sa voix tremblait. Comme elle le raconte, à 11 semaines de grossesse, j'ai contracté la rubéole. J'étais vraiment mauvais. À cette époque, il avait une maison. Il ne vivait pas dans la rue. Anne fit une pause, regarde, perdue dans ses souvenirs. Mon mari m'a emmené chez le médecin et ils m'ont fait toutes sortes de tests. Le médecin nous a dit que même s'il surmontait la maladie, la probabilité était très élevée que la fille naisse sourde parmi d'autres possibles troubles. Il s'est arrêté pour respirer et a essuyé les larmes qui s'accumulaient sur son visage, ses joues. J'ai récupéré. La maladie est passée. Mais mon mari, il ne supportait pas l'idée d'avoir une fille avec des problèmes, encore moins de surdité. Anne baissa son regard, sa voix se brisant à nouveau. Dinora continue. J'ai vraiment envie de t'écouter, dit Hugh avec une note de sérieux inhabituel dans son ton. Il hocha la tête, refoulant le sanglot qui lui échappait tandis qu'il poursuivait. Mon mari a tout arrangé avec un médecin pour que je ne naisse pas pour essayer d'avoir un enfant en bonne santé plus tard. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne laisserais rien m'arriver, ma fille. Et il m'a regardé furieux et m'a dit que si j'insistais sur ce caprice de mettre au monde une fille atteinte de surdité ou de tout autre type de problème, alors je devrais quitter la maison parce qu'il ne l'admettrait pas comme sa fille. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui avant de quitter la maison, c'était ce mot fou. Anne s'arrêta, tremblante, et elle murmura. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue, tout simplement pour elle, pour ma fille sourde, que j'aime de tout mon être, même si elle-même ne peut jamais l'entendre. Il y en a qu'ils n'écouteront jamais, mais peut-être sont-ils ceux qui peuvent comprendre le langage du cœur. L'étreinte du millionnaire a sauvé le silence, laissant le poids de l'histoire d'Anne et Dinor remplir l'atmosphère luxueuse de la limousine. Pour la première fois depuis des années, les mots semblaient enfin être à court de mots. Sa voix était plus douce, presque curieuse, comme si elle essayait de comprendre quelque chose que sa logique calculatrice ne pouvait pas déchiffrer. Quel pourcentage de probabilité? Le médecin vous a dit que la petite fille serait née sourde, Anna Dinor. Les yeux encore humides, il fixa son regard sur lui et prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait à trouver de la force dans ces chiffres déjà imprimés dans son esprit et son cœur. Le médecin a dit qu'il y avait 80% de chances que ma fille naisse sourde. Répondit-il d'une voix brisée mais ferme. Hugh la regarda, ses yeux froids montrant une étincelle de quelque chose de différent, quelque chose de décidé. Après une seconde de réflexion, répondit d'une voix ferme et aiguë, comme si cette figure avait éveillé en lui une certitude inébranlable. Alors vous et moi nous concentrerons sur les 20% restants, sans les donner. Anne eut le temps de répondre et se tourna vers l'interphone en appuyant sur le bouton avec la précision habituelle de ses gestes. Son ton était définitif, un ordre qui n'admettait aucune objection. Frédéric, dépêche-toi à l'aéroport. Quelques minutes plus tard, après avoir fait un bref arrêt pour manger à l'aéroport, Huck et Anne montèrent à bord de leur avion privé. Hugh, en plus d'être un magnate des affaires, était pilote certifié, un goût qu'il avait acquis il y a des années et qu'elle partageait rarement avec les autres. Anne, avec le même mélange de curiosité et de confusion qu'il avait d'accompagner dès leur première rencontre, essaya de demander ce qui avait motivé son soudain acte de générosité, une question qui ne cessait de lui brûler le cœur. Mais avant qu'elle ait pu le formuler, il détourna la tête du siège du pilote, et sans hésitation, il répondit fermement « Fais-moi confiance, Dinora, je suis doué pour multiplier les investissements. » Son regard était intense et déterminé, comme s'il se trouvait face à une opération complexe mais en même temps sûre. « Je multiplierai votre probabilité par 20%. » Anne a été silencieusement impressionnée par ces paroles, comprenant que pour lui cette mission signifie bien plus que des chiffres, c'est un pari sur la valeur intrinsèque de ce qu'il a décidé de protéger. Huck alluma les moteurs de son avion et le rugissement familier s'amplifia. La petite cabane s'éleva bientôt au-dessus du sol. Loin de Los Angeles, le voyage vers la Californie. Ce serait bref,
quelques heures seulement pendant lesquelles le ronronnement constant du moteur et les horizons clairs semblaient offrir une paix inhabituelle. Il n'existe aucun chiffre, fortune ou calcul capable de mesurer la valeur d'une vie et l'espoir qu'on y place. Plus tard, l'avion commença à descendre doucement et le paysage californien s'étala sous eux, avec la promesse d'une nouvelle vie. Anne, encore choquée par la dernière heure de sa vie marquée par des changements si drastiques et des événements inattendus, a ressenti un mélange de nervosité et d'espoir en voyant comment le sol approchait. Câlin, piloté avec précision, et après un atterrissage impeccable, une élégante limousine noire prête à l'aider à sortir de l'avion. Le chauffeur les attendait, un homme à l'air impeccable qui avait déjà ouvert la porte arrière et s'était incliné respectueusement pour saluer. « Emmène-nous au Golden Horizon Spa & Resort », ordonna le millionnaire d'une voix ferme et directe. Anne, même avec son cœur battant, elle s'est glissée dans le siège de la limousine, sentant à quel point le luxe l'enveloppait. Une fois de plus, le silence entre eux remplit l'espace alors que la voiture se déplaçait en douceur, laissant la piste d'atterrissage derrière elle et entrant dans les routes qui menaient au resort. Finalement, sans pouvoir contenir la question qui la tourmentait depuis qu'ils étaient montés à bord de l'avion d'Anne, il se tourna pour l'étreindre avec un mélange de gratitude et de confusion dans les yeux. « Pourquoi, monsieur ?» Sa voix était douce mais pleine d'intensité. « Pourquoi le câlin fait-il ça ?» Avec le regardant le paysage passant par la fenêtre, il resta silencieux un moment jusqu'à ce qu'il décide lui-même de rompre le silence. « Tu t'appelles Dinora », une certaine est apparue. Lui, le clochard, hocha la tête et il reprit. « Alors n'en fais plus. » Question conclue. 1 heure plus tard, Anne Dinor était enveloppée dans une atmosphère qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre au Golden Horizon Spa & Resort. Cook avait donné des instructions express au spa de l'hôtel pour le bain privé de la jeune fille et une cure de jouvence immédiate. La nuit était arrivée, enveloppant le luxueux resort dans un silence presque solennel. Hugh Worthington était assis dans le hall de l'hôtel, le regard fixé sur un point indéterminé, perdu dans ses pensées. Réfléchit-il, surpris du tournant inattendu qui s'était produit, prenant la journée comme si l'univers lui avait tendu une main invisible pour l'inviter à regarder au-delà des apparences et à rencontrer sa propre humanité. Il est curieux, pensa-t-il, de voir comment le destin nous confronte à des âmes qui semblaient insignifiantes auparavant, pour nous montrer en réalité ce que nous avons toujours évité. Voyant en nous le bruit de pas, doux et prudent, sa rêverie fut interrompue par quelqu'un qui s'approchait par derrière et par une voix délicate et douce, presque comme une caresse. Elle lui dit « Monsieur, ça mérite un peu de soin. » La compagnie Hugh s'est retournée et ce qu'il a vu l'a laissé abasourdi. Devant lui se trouvait Anne Dinor, même si le vagabond ressemblait à une femme complètement différente. Une silhouette échevelée aux traits durs et au regard épuisé avait laissé place à une silhouette, sereine, le visage délicatement illuminé et propre, les cheveux désormais bien rangés et brillants. La lumière tombait doucement sur ses épaules. Et la robe qu'elle portait? Simple mais élégant, il soulignait avec tendresse la courbe de sa grossesse. La transformation était si choquante qu'il pouvait à peine s'en rendre compte. Il sourit incrédule et dit « C'est toi, Dinora ?» Elle hocha la tête et dans ses yeux il y avait une lueur de gratitude et une chaleur qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Oui, monsieur Hugh, vous avez restauré ma foi dans la race humaine. Merci beaucoup, El Millonario. » Il sourit et ajouta « Pour l'instant nous allons dîner. Demain, nous irons pour vous 20%. » Le lendemain matin, le soleil apparaissait à peine à l'horizon lorsque Hugh et Anne Dinor se rencontrèrent, toujours sur la banquette arrière d'une limousine privée que le millionnaire avait louée pour la journée. Finalement, incapable de résister à la nervosité et à la curiosité, Annie se tourna vers Hugh et demanda « Où allons-nous, monsieur Hugh ?» Lui a-t-il demandé. Il regarda avec un calme énigmatique et répondit « Vous le saurez. » Peu de temps après la limousine avançait silencieusement dans les rues de la ville et quelques minutes plus tard, le chauffeur se garait devant un immeuble avec une grande enseigne. Le California Advanced Fetal Medicine Center était un prestigieux centre de spécialité fétale connu pour disposer de la technologie la plus avancée pour étudier d'éventuelles anomalies chez les fœtus et concevoir des traitements prénatals. Anne surprit. Elle lut le panneau et sentit sa respiration s'accélérer. Comme elle comprenait le but de sa visite. Hugh remarqua la tension dans ses mains et lui tapota doucement l'épaule pour la rassurer. Certains des meilleurs spécialistes du pays travaillent ici, dit-il d'un ton calme. Nous allons faire toutes les études nécessaires pour nous assurer que votre fille a le meilleur pronostic possible. Anne le regardait avec des yeux brillants de gratitude et en même temps nerveux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne que je connaissais à peine serait capable d'offrir une telle opportunité à ceux qui marchent avec le poids d'un passé aride et vide, qui sont généralement ceux qui découvrent enfin combien l'amour pour les autres peut combler les fissures de leur propre cœur. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans le cabinet du docteur Samuel Ekaruk et Anne s'est assise devant le médecin. Le docteur Ekar, avec une expression sereine et professionnelle, a commencé à poser quelques questions pour mieux comprendre la situation. Madame Gonzalez,
pourriez-vous me dire à quelle semaine vous avez contracté la rubéole pendant votre grossesse? Année, un peu nerveuse, inspira profondément avant de répondre. Environ 8 semaines de gestation, docteur Écart. Il hocha la tête, prenant note. A-t-elle eu d'autres problèmes de santé pendant la grossesse? Anaïs secoua la tête. Le médecin sourit et continua. Sora Gonzalez, nous allons réaliser une série d'échographies avancées 3D et 4D et de tests génétiques avec des échantillons de liquide amniotique qui nous permettront d'observer le développement de l'oreille ainsi que d'autres organes vitaux de votre bébé. Ces examens nous aideront à détecter toute anomalie possible et, si nécessaire, nous permettront d'évaluer les options de traitement disponibles pour minimiser ou intervenir sur les complications. Avant que Anne puisse répondre, Câlin, qui avait écouté fidèlement le vôtre, le docteur Écart est intervenu fermement, lésiné sur les dépenses. Je veux que vous soyez sûr de la façon dont la fille arrive et que vous m'informiez de tout ce qui peut être fait pour elle. Le médecin hocha la tête, comprenant le sérieux de la demande. Anne le regarda, impressionnée et reconnaissante pour sa détermination. Merci, monsieur Câlin. Je ne sais pas. Comment puis-je vous remercier pour tout cela, dit-il d'une voix brisée. En fait, il existe un moyen. Il a dit, je ne comprends vraiment pas. La fille a dit, ce n'est pas encore le moment pour moi de le faire, tu comprends? D'un signe de tête, le docteur Écart les guida vers une salle médicale, Next Generation Exam. Anne s'est assise pendant que le médecin et l'équipe commençaient la série de tests, entourés d'une technologie de pointe, pour que quiconque détient une vie fragile entretienne sans le savoir l'espoir même de rédemption pour sa propre âme. L'avenir des semaines suivantes fut plongé dans une série de tests scientifiques fétaux qui révéleraient les véritables probabilités de la petite fille sourde qui était sur le point de naître. En quelques mois, chaque épreuve a été un petit hôtel d'espoir pour Anne et un investissement émotionnel sans précédent pour lui, qui, même s'il l'avouait rarement, a commencé à voir la vie au-delà des chiffres. Lors de la dernière consultation du mois, le docteur l'a reçu avec une expression prudente s'étendant devant. Ils leur ont remis un rapport contenant des données complexes et un regard qui dénotait la prudence. « J'ai quelque chose à discuter avec vous », commença le docteur. L'IRM fœtal a montré une possible anomalie dans le développement du nerf auditif de sa fille. Anne sentit que l'air devenait dense et serré. Aussitôt il se pencha vers le médecin, son visage reflétant un mélange de détermination et d'anxiété. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le médecin en essayant de rester calme. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Cela signifie que le nerf auditif, s'il ne se développe pas davantage, ne pourrait pas être fonctionnel. Si un implant cochléaire est comme ça, la transmission des signaux ne serait pas viable. Sans un nerf auditif complet, les sons transmis au cerveau pourraient devenir impossibles. » La pièce était silencieuse. Alors que le poids de ces mots résonnait dans l'âme de chacun d'eux, Anaïs ferma les yeux, sentant que chaque sacrifice consenti jusqu'alors était stupéfiant. Hugh, le visage tendu, intervint de sa voix ferme. « Nous ne pouvons rien faire, aucune chance que cela change. » ARD le regarda, reconnaissant dans leurs yeux un mélange de peur et de courage. « Parfois, la médecine nous demande autant de patience et de foi. » dit le docteur avec une pointe de sagesse. « Nous répéterons l'IRF dans quelques jours. Il est possible que le nerf se développe dans les semaines à venir. Mais il faut attendre les tests. Les plus difficiles surviennent généralement au moment où nous croyons les avoir tous surmontés. » Pensa Anne, ressentant un pincement au cœur. Hugo ressentit, même si ses yeux trahissaient, une impatience brûlante. « Nous ferons tout ce qu'il faut. » Le docteur a dit, « Tenez-les au courant. » Les jours suivants ont été marqués par un mélange de silence et de soutien entre Anne et Hugh, qui ont partagé des regards pleins de non-dits et de gestes d'empathie qui les ont involontairement rapprochés. Tous deux étaient engagés dans cet étrange pacte de foi dans l'incertain. Enfin, après plusieurs semaines de consultation et une seconde IRM, le docteur les rendit d'un air plus détendu. « Les nouvelles sont bonnes. » commença le médecin, et ils ressentirent tous deux immédiatement un soulagement dans leur corps. Il semble que le nerf auditif soit présent et en développement. Bien qu'il soit un peu plus lent que prévu, il a la possibilité d'être fonctionnel. Anne poussa un soupir de soulagement et Hugh, incapable de cacher un sourire contenu, murmura « Nous continuons donc avec les options de traitement. » C'est à ce moment-là que naît votre fille. Nous évaluerons la possibilité d'un implant cochléaire lorsque cela sera possible, a déclaré le médecin. Mais pour l'instant, rassurez-vous, il y a de l'espoir. Hugh et Anne ont échangé un regard de gratitude et de complicité. Cette petite fille avait résisté aux prévisions et aux probabilités, et ce moment a renouvelé en eux une leçon qu'ils n'oublieront pas. Des âmes qui, avant même de naître, portent déjà en elles le pouvoir de transformer le destin de ceux qui les attendent. Cette même nuit, le restaurant de l'hôtel a été éclairé avec des lumières douces et décoré avec une touche d'élégance discrète. Câlin et Anne étaient assis à côté, à une fenêtre qui donnait sur les jardins du resort.
Tandis qu'ils jouissaient d'un silence confortable et paisible, mais semblaient pensifs, comme s'ils avaient quelque chose à dire et cherchaient encore les mots justes, il leva finalement les yeux et dit, presque d'un ton déterminé, « Dinora, je dois retourner à Los Angeles. Il y a des choses urgentes, qui nécessitent mon attention, avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. En ce qui concerne moi, Monsieur Hugh a demandé doucement, « Voulez-vous que je reste ici, quelque part plus à Modesto, où je peux vivre? La dernière chose que je veux, c'est te mettre mal à l'aise ou m'imposer. » Il la regarda, ses yeux reflétant un sérieux chaleureux rarement vu. « Veux-tu venir avec moi ?» demanda-t-il sur un ton qui ressemblait presque à une invitation intime. « Tu pourrais avoir le bébé là-bas et ensuite nous retournerions ensemble en Californie pour les tests auditifs qui suivront la naissance, ceux qui décideront si nous aurons besoin d'implants cochléaires. » Le sourire d'Eannet s'éclaira et sans aucun doute, il répondit avec une sincérité désarmante. « Monsieur Hugh, ma fille et moi serons heureux de vous suivre partout où vous irez, que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, chanceux ou malheureux. Son essence en tant qu'être humain. Ce sera toujours notre choix. » Ces paroles le prirent par surprise, touchant une partie de lui qu'il croyait d'avoir laissé cacher des années auparavant. Il sentit une lueur d'émotion se former dans ses yeux, et avec effort, elle détourna le regard, cherchant dans son verre une distraction. Le temps qu'elle reprenne son calme, remarquant l'effet de tes paroles, tu décidas d'adoucir la conversation. « Vous avez évoqué qu'il y avait eu un moyen de le rembourser, dit-elle d'un ton léger en se penchant légèrement vers lui. Je pourrais cuisiner pour lui. Je suis vraiment doué en cuisine. Hugh rit de bon cœur. Et Sonora, tu sais comment préparer des plats thaïlandais ou un apéritif français, suivi d'un plat principal italien et d'un dessert suisse? Il a demandé drôle. Dans mon manoir à Los Angeles, j'ai un chef personnel, cher dîner. Elle le regarda confus, mais souriant. Alors que voulais-tu dire, monsieur Hachu? Il laissa échapper un sourire, choisissant ses mots avec précision. J'ai besoin que tu rencontres quelqu'un à Los Angeles. Veux-tu viens avec moi et ne parlons plus de cette affaire? Le lendemain, l'avion est descendu doucement sur la piste de l'aéroport de Los Angeles, piloté avec précision, ses mains fermes sur les commandes, tandis que Annet observait silencieusement le paysage qui s'étendait plus au-delà de la fenêtre lorsque l'avion s'est finalement arrêté. Il a éteint les moteurs, et avec un sourire réservé, il lui a fait signe de le suivre dehors, sur la piste. Frédéric attendait déjà à côté de la limousine, sa posture impeccable et stoïque. Soutien, reflétant la même discrétion qui le caractérisait. Une fois à l'intérieur de la luxueuse voiture, Hugh appuya sur l'interphone du consortium Frédéric. Au bout d'un moment, la limousine est arrivée à l'entreprise. Frédéric ouvrit la porte de la limousine et Annet sortit la première, suivie d'un câlin. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement alors qu'il observait l'ampleur et la splendeur du consortium devant elle. Fascinée, elle ne pouvait s'empêcher de sourire alors que je regardais le câlin. « Cet endroit est aussi beau que votre âme, monsieur Hugh, murmura-t-il avec une tendresse inattendue. Câlin sourit légèrement, entourant sa taille de son bras la guidant de manière protectrice vers le grand hall du consortium. Ils marchaient ensemble, tandis que les employés attentifs et discrets les regardaient avec curiosité. Hugh et Annet se dirigèrent vers les ascenseurs qui les mèneraient au dernier étage, le Penthouse, le sommet du gigantesque gratte-ciel. L'ascenseur s'arrêta et lorsque les portes s'ouvrirent ils entrèrent dans un bureau sobre à l'aspect un peu suranné mais imprégné d'élégance majestueuse. Au centre, entouré de piles de papier et de vieux dossiers, un vieil homme à l'expression sévère et au costume impeccable était absorbé par ses documents. Ses lunettes tombaient légèrement sur l'arête de son nez et sur son visage. Il fronça les sourcils, concentré sans lever les yeux. Le vieil homme grommela d'une voix grave. « Et maintenant, qui veut me priver de mon droit d'être seul ?» Câlin sourit avec un mélange de respect et d'affection, regardant Annet avant de répondre à grand-père Dinor. Le vieil homme releva lentement la tête, les yeux mi-clos, essayant de mieux se concentrer sur la silhouette du jeune homme. Pendant quelques instants, ses yeux allèrent de Hugh à Annet et soudain son regard s'éclaira d'un mélange d'étonnement et de reconnaissance, balbutia-t-elle, essayant de contenir l'émotion qui apparaissait dans ses mots, cela ne pouvait pas être. Lorsque les yeux reconnaissent dans un autre ce que nous pensions être perdu, l'âme se réveille de sa léthargie et de sa renaissance. Le vieil homme, avec des marches lentes et quelque peu tremblantes, se leva de son siège, laissant derrière lui les montagnes de papier qui semblaient refléter les années et les responsabilités accumulées. Ses yeux sont restés fixés sur Annet, les étudiant comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose de profondément dans son visage. Annet, se sentant observée avec une intensité inconnue, a légèrement reculé une étape, sans savoir quoi penser ni quoi dire dans votre esprit. Les questions qu'il tournait autour de la remplissage d'incertitudes. Pourquoi cet homme la regardait, comme s'il la connaissait d'une autre fois? Que signifiait cet étrange mélange de tendresse et de merveille dans son regard? Le vieil homme tendit une main ridée, et avec une voix tremblante chargée d'une sensation réprimée, a dit « Non, je ne peux pas le croire. »
Il murmura avec un éclat dans les yeux qui n'a été vu que chez ceux qui se souvenaient de quelque chose de profondément aimé et perdu depuis longtemps. Dinner time, vous portez une étincelle en vous que je pensais éteinte. Il y a quelque chose en toi qui me rappelle sa voix craquelée, comme si les mots pesaient trop sur quelqu'un que j'aimais et que je perdais. Anne cligna des yeux, confus, sans comprendre les paroles du vieil homme, elle regarda Huck, cherchant un indice en lui qui donnerait un sens au dîner étreint. Avec une expression de respect et un soupçon de nostalgie, il hocha la tête, comme s'il avait également reconnu cette étincelle que son grand-père que j'ai perçue. Sœur Anne a commencé sa voix à peine un murmure. Je ne sais pas quoi dire. Le vieil homme, avec un doux sourire plein de sagesse, a touché sa joue d'une tendresse qui désarme les Anaïs. Vous n'avez rien à dire. La fille a répondu à ces mots flottant dans les airs comme un écho de quelque chose qui allait au-delà du présent. Parfois, le destin nous rend dans d'autres âmes ce que nous pensions que nous avions perdu pour toujours. Après une pause, il a continué. Suivez-moi. Je veux te montrer quelque chose. Anne a marché derrière le vieux Winston Worthington, qui l'a emmené dans un coin du bureau où il y avait une peinture un peu délabrée par le temps, était une femme très similaire à elle, avec les mêmes caractéristiques mais vêtue d'une ancienne mode, et dans la rubrique, vous pouviez lire Dinor. Le vieil homme ému a expliqué qu'elle était ma femme. C'était une artiste. Elle a peint son propre portrait, appelé Dinora, le vieux Winston Worthington, avec des larmes qui brillaient dans ses yeux. Ridé, il a regardé le portrait, puis à Anne puis au portrait, comme si j'essayais de concilier les années et les âmes. Avec une voix brisée par l'émotion, il murmura, « Tu lui ressembles tellement. » Je ne voulais pas croire mon petit-fils quand il m'a dit ce téléphone et je n'ai pas accepté de photo de vous. Et vous savez, je devais vous voir en personne et ce nom. Alors que sa voix s'estompait, pleine d'étonnement et de révérence, Anne était toujours choquée. Rien pour la révélation n'a pris une profonde inspiration avant de répondre. Les toujours bonnes âmes. Ils obtiennent une récompense supérieure à leur propre fortune. Grand-père n'a rien perdu. Ce qui est aimé avec le cœur reste éternellement uni à nos âmes. Je suis sûr qu'elle l'aimait en vertu de la personne merveilleuse que vous êtes. Winston a baissé son regard et ses larmes silencieuses ont glissé des yeux du poisson de son propre passé et les émotions mixtes résonnaient dans ses mots. Quand, d'une voix brisée, elle lui a demandé « Êtes-vous enceinte de mon petit-fils » Anne, surpris par la question directe, a répondu « Ma fille est la fille de la vie ». Grand-père, son père biologique, l'a méprisé pour être venu avec une condition auditive spéciale. Mais un autre homme a dit, en regardant Huck, il considérait son état plus comme un privilège. Des mois plus tard, le moment de la livraison était enfin arrivé. La fille est arrivée dans le monde en inondant la salle d'accouchement avec son premier cri. Le fort éclair résonna comme une symphonie de soulagement et de bonheur. Huck et Anne ont regardé la petite fille entre les larmes et les sourires, comprenant à ce moment que le bébé pouvait entendre. Quelques heures plus tard, Anne a regardé vers H avec tendresse et avec une voix douce et pleine de gratitude. Il a dit, « Monsieur Hugh me dira maintenant. Comment une femme sans abri peut-elle le rembourser pour tout ce qu'il a fait pour elle ?» Hugh a souri de chaleur, et après un moment de silence dans lequel il a cherché les bons mots, il a répondu, « Je lui ai fait une promesse à ma grand-mère avant sa mort. Je nommerai ma première fille après elle. Elle m'accorderait l'honneur d'appeler la fille Dinora Worthington. » Hugh a fait une pause des yeux, sincère et en attente. « Vous voulez m'épouser ?» Il sentit une émotion indescriptible, le serra étroitement dans ses bras, se penchant en avant du lit tandis que les larmes coulaient sur les siennes, ses joues, avec son cœur débordant d'amour, il chuchota, « Câlin, tu es l'amour de ma vie. Ma fille, mon grand-père, et vous êtes la famille la plus merveilleuse de l'univers aurait pu être mise sur mon chemin. » Et là, dans cette pièce pleine d'amour et de promesses, ils ont scellé avec un câlin au début d'une nouvelle vie ensemble, marquée par la force d'une seconde chance et le pouvoir de la rédemption. Le destin ne répond pas toujours à nos attentes, mais offre souvent de meilleures récompenses que nous. Nous imaginons, cher auditeur, que vous avez le don de percevoir les subtilités et de lire entre les lignes, comme quelqu'un qui découvre les couleurs cachées dans la lumière. Ce moment est, pour vous, une reconnaissance de votre simplicité, qui voit la beauté dans les détails que les autres négligent. Merci d'avoir écouté, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme. Si vous voulez aider les gens à fourrure de la rue est très facile. Il vous suffit de vous abonner, d'aimer et de partager cette histoire sur WhatsApp. Laissez-moi votre nom dans les commentaires pour vous envoyer une salutation personnalisée et assurez-vous maintenant de consulter cette histoire. Ils ont changé la mariée de l'hôtel en millionnaire aveugle.